Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Je suis en présence de François Lagarde, qui travaille à la Fondation, donc qui est vice-président communication. Donc, je me présente aussi pour ceux qui ne me connaissent pas, Julie de Salaire, je suis directrice générale d'Avenir d'enfants. Puis, ça me fait plaisir de vous accueillir. Le webinaire aujourd'hui va porter sur faire de la petite enfance une priorité sociétale. Donc, j'imagine que si vous êtes devant vos écrans, c'est que vous avez à cœur le développement des tout-petits. Donc, il va y avoir aujourd'hui différentes présentations qui vont vous être faites. On trouvait que, suite au forum Tous pour eux, il y a eu une préoccupation qui a émergé de là, qui était de voir comment on peut traiter l'enjeu stratégique et de reconnaître l'importance d'agir auprès des tout-petits et d'en faire une priorité sociétale. Donc, c'était quelque chose qui est ressorti comme étant une priorité partagée par l'ensemble des gens présents à ce forum-là. Donc, il y a plusieurs initiatives qui sont présentement en cours, puis on a aussi des informations pertinentes qu'on souhaitait vous partager à tous. Donc, François Lagarde va pouvoir vous présenter notamment les résultats de travaux qui ont été menés au courant des derniers mois là, qui portaient sur des sondages auprès de la population et certains focus group, donc qui va nous parler de la problématique de cette position, ce positionnement stratégique-là ou le positionnement de la petite enfance dans la société là, comme étant une priorité. Il va y avoir aussi une intervention par la suite de Sonia Dali qui va prendre ma place. Là. On va peut-être faire un petit jeu de chaise tout à l'heure. Donc, il va venir un peu interpréter ces résultats-là pour les mettre en contexte avec la situation qu'on vit au sein des communautés locales. Et par la suite, on va venir aussi vous parler d'initiatives qui sont présentement en cours. Donc, François va pouvoir parler des travaux qui sont faits à la Fondation Chagnon concernant l'Observatoire des tout-petits. Donc, vous allez en apprendre un petit peu plus. Puis, vous allez avoir aussi de l'information sur la campagne sociétale Naître et Grandir. Puis, Catherine Chouinard, qui est directrice des communications chez Avenir d'enfants, va venir vous parler de Perspectives parents, donc une enquête qui a été faite, dont les résultats vont être diffusés au cours du printemps prochain. On va avoir aussi, au cours de la séance, une période de questions. Donc, vous avez, pour les gens qui sont en ligne, là, les gens au téléphone, on vous salue, mais vous ne pouvez pas clavarder avec nous, malheureusement. Mais toutes les personnes qui sont en ligne, vous avez à la gauche de votre écran en bas un espace où est-ce que vous pouvez faire du clavardage. Donc, vous pouvez chatter avec nous. Si vous avez des questions techniques, on va pouvoir vous répondre en temps réel. Puis, il va y avoir aussi 2 périodes de questions où est-ce qu'on va lire vos questions puis répondre à certaines d'entre elles. Dépendamment du temps dont on aura et de la quantité de questions, il se peut qu'il y ait des questions qui soient non répondues. Et on va prendre le temps à la fin de la rencontre de les capter puis de pouvoir y répondre par écrit et de vous rendre ces informations-là disponibles. Peut-être aussi, informations techniques là, pour tous ceux qui ne peuvent pas assister au webinaire, c'est filmé, c'est enregistré, donc vous allez avoir la possibilité de partager cette vidéo-là avec vos partenaires, des collègues ou des gens qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. Donc, les liens vont être disponibles là, ultérieurement. On va vous communiquer ces informations-là. Donc, voilà. Je passerai la parole à François qui va pouvoir vous parler des démarches qui ont été faites au niveau du sondage. Puis, je vais aussi laisser la place à Sonia Dali qui va venir prendre mon siège. Donc, à tout à l'heure. Alors, merci Julie. Bonjour tout le monde. J'aimerais profiter avant de plonger dans le sondage et les groupes de discussion, juste à titre de représentant de la Fondation Lucie-André Chagnon. Je veux profiter de cette occasion pour vous dire à quel point on apprécie le travail que vous faites, le travail de terrain, le travail d'accompagnement, qu'on valorise, qu'on comprend et dont on est très fier. Puis je veux aussi dire qu'on apprécie le 10% d'entre vous qui êtes peut-être dans des postes administratifs et c'est du travail réel et nécessaire, mais on est très conscient que vous soyez des représentants de regroupements locaux, que vous souteniez le travail local, que vous soyez responsable de projets nationaux qui rejoignent les enfants directement ou indirectement. On est très fiers et on vous remercie de ce travail-là. On veut aussi donc vous féliciter
Et on sait que très concrètement, ça touche la vie de 300 000 enfants québécois. C'est pas rien. Alors, merci. Alors, je vais vous parler, je vais vous partager des résultats de sondages et de groupes de discussion qu'on a réalisés au cours des derniers mois. Je vous mets le contexte. À la Fondation Chagnon, vous le savez, une des majeures dans nos investissements philanthropiques ou notre déploiement philanthropique, c'est de soutenir votre travail, c'est-à-dire le travail local, pour créer des conditions favorables au développement des tout-petits et tout au long de leur parcours, les menant à l'âge adulte. On a aussi un volet qui s'appelle sensibilisation et dialogue, qui tient compte du fait que l'opinion publique, les décisions, les mesures collectives qui sont favorables ou moins favorables à la petite enfance et à la réussite éducative nous préoccupent. Alors, en juin dernier, pour étayer un peu nos réflexions, on a mené un sondage par la firme, en fait, la firme Léger a réalisé un sondage auprès de 2000 Québécois et on a positionné le sondage sur les aspirations des Québécois en matière de politique sociale. Donc, ce n'est pas un sondage qui porte exclusivement sur la petite enfance, mais pour le situer, je vais vous partager des résultats globaux et plus spécifiques à la petite enfance. On pourrait peut-être passer à la prochaine acétate, s'il vous plaît. Donc, méthodologiquement, vous avez les informations, puis ensuite, on va passer à l'infographie. Si on peut passer à l'infographie qui suit. Voilà. Alors, l'approche du sondage, c'était de demander aux Québécois comment ils définissent la qualité de vie au Québec, comment ils la définissent. Puis ensuite, on est passé à la perspective des Québécois en matière de responsabilité individuelle, partagée, collective, en regard de certains enjeux de notre société, dont la petite enfance. Puis on leur a posé des questions plus spécifiques sur l'importance à accorder à différents enjeux. Alors, je vous résume là, les grandes conclusions. On a été assez impressionnés dans le sens, je dirais, presque négatif du terme, mais quand on parle de pauvreté, très souvent on pense que c'est la pauvreté des autres. Alors, 50% des Québécois se sentent vulnérables au niveau de leur propre pauvreté, et ce pourcentage-là monte à 59% quand on parle des familles avec enfants 0 à 5 ans. Donc, le sentiment de précarité est très élevé. Ensuite, la qualité de vie, c'est rassurant, les Québécois ne définissent pas leur qualité de vie qu'en termes économiques. Ils la définissent en fonction du bien-être de leur entourage, de leur santé physique, puis ensuite, bien sûr, de leur équilibre, je dirais, économique. Là où c'est plus pertinent dans notre discussion d'aujourd'hui, c'est, les Québécois restent solidaires à l'égard des démunis. Les Québécois sont vraiment préoccupés par l'éducation. Et quand vient le temps de poser des questions sur la petite enfance, ils pensent moins que c'est une responsabilité partagée ou collective. Dès le sondage, on a détecté que pour la plupart, c'est l'affaire des parents, qu'ils s'en occupent, et que collectivement, on en fait assez. Vous allez voir un peu plus tard, dans nos groupes de discussion, on en fait assez, et beaucoup plus, on en fait en masse. Donc, c'est le dossier des politiques publiques qui, je dirais, est le plus vulnérable, c'est ce qui touche la petite enfance. Donc, il y a de quoi s'inquiéter. L'image que je disais à plusieurs reprises pour résumer les résultats du sondage, si on remplissait le centre Vidéotron à Québec ou le centre Bell à Montréal, parce que je ne fais pas de discrimination entre les villes, bien sûr, et c'était rempli d'adultes québécois et choisis aléatoirement, et qu'on faisait une grande conférence sur l'importance de prévenir la pauvreté, 72% des gens se lèveraient et acclameraient. Si on disait, et ça commence par la réussite éducative des jeunes Québécois, 84% des gens acclameraient, feraient des vagues, applaudiraient. Mais ensuite, on dirait, et ça doit commencer très tôt, et comme collectivité, on doit s'investir pour soutenir le développement des enfants. Seulement 60% des gens resteraient debout. Et ils resteraient debout et ne taperaient pas des mains aussi fort que ce qui précède. Donc, c'est ça qu'il faut retenir du sondage. Si on procédait un peu plus loin et on sautait à l'acétate qui présente une photo, donc,
on a les résultats du sondage sont assez clairs et on est allé ensuite en groupe de discussion pour demander à des gens qui ont présenté des réserves à l'égard de la responsabilité collective, ou même partagée pour la petite enfance, pourquoi ils ont cette opinion-là. Alors, on a mené des groupes de discussion à Montréal et à Québec avec des parents de tout petits, des non-parents qui ont 18-44 ans, des baby boomers, grands-parents avec ou sans enfants. On a eu toute la panoplie de groupes de discussion, parfois des groupes de discussion assez homogènes, des fois des groupes de discussion hétérogènes au niveau de l'opinion. Et pour dramatiser un peu, mais pas beaucoup, c'est pire qu'on pensait. Alors, le sondage nous disait que le verre était un peu plus qu'à moitié plein, c'est-à-dire 60% des gens étaient plutôt favorables aux politiques en matière de petite enfance. Les groupes de discussion, douche froide, écoutez, si les gens ont voulu des enfants, ben, qui s'en occupent. Les enfants, les tout-petits doivent rester des tout-petits, ils doivent jouer, et on doit les aimer, etc. Je vais laisser Sonia poursuivre là-dessus. Mais les groupes de discussion sur la notion que comme collectivité, on a intérêt et une responsabilité collective, où on part de loin. Les gens, quand ils abordent des questions de politique publique ou de responsabilité sociétale à l'égard des tout-petits, ont des réflexes de contribuables beaucoup plus que de citoyens. Il y a quand même un clivage générationnel. Les baby boomers, et je suis désolé, je suis de cette génération-là, je ne me sens pas représentant de leur opinion, bien sûr, mais les baby boomers, il n'y en avait pas de CPE, on n'est pas mort, mes enfants se sont développés, il y a ces réflexes-là. On en fait suffisamment à voir en masse. Et quand on parle de politique publique à l'égard des tout-petits ou de la petite enfance, ça se résume vraiment au CPE et, laissez-moi citer les gens, au congé de maternité. Alors, en gros, c'est ça l'image, pour résumer, ce qui apparaît à l'esprit quand on parle de politique publique. On n'inclut pas excusez-moi, on peut effectivement avancer. On n'inclut pas ce qui se passe dans les municipalités, on n'inclut pas les politiques familiales un peu plus larges. C'est très CPE et congé de maternité, si je résume leurs propos. Quand on a refait l'exercice en groupe de discussion sur l'importance relative de la petite enfance dans les politiques publiques, la petite enfance est en queue de peloton. Je ne veux pas avoir l'air négatif, mais c'est la réalité. Les gens ne veulent pas entendre parler de comment on peut faire plus pour les tout-petits, mais ils seraient ouverts à comment on pourrait faire mieux pour les tout-petits. Ça, il y a une ouverture. Et les gens ont besoin de comprendre, quand on rentre, qu'est-ce qui pourrait les convaincre un peu plus. Ils ont besoin de voir des choses très concrètes, très proximales, dans la proximité. Donc, ce qui se passe chez eux, dans leur famille, dans leur quartier. Alors, vous êtes très bien placés, mais les gens ont besoin de voir ce que ça veut dire, une action collective ou partagée, parce que là, présentement, c'est une abstraction et ça génère plus de cynisme que d'émotion. Donc, je vous résume. Les liens possibles avec la réussite éducative, l'éducation, les gens sont sensibles, mais il y a un réflexe assez rapide à l'idée qu'un enfant, un tout petit, un 0,5 ans, doit d'abord s'amuser et être aimé et ne doit pas être dans un processus éducatif. En tout cas, les gens ne sont pas rendus là. Et une chose que je dirais un peu désolante, mais on est obligé de vous partager, c'est que les grands-parents se sentent interpellés, mais pas trop. Il y a une certaine même distance émotive ils ne parlent pas de leurs petits-enfants, ils parlent des enfants de leurs enfants. Je vais laisser encore une fois Sonia peut-être parler sur le plan socioculturel, ce que ça peut représenter. Néanmoins, ce n'est pas suffisant d'interpeller les gens sur le plan grand-parental, quand on parle d'eux. Donc, on a du travail à faire. Je pense que ce n'est pas impossible. Il y a des pistes. Mais on aura une pédagogie qui devra passer par pas juste des démonstrations rationnelles. On va procéder probablement durant ce webinaire
à explorer des choses. Donc, si j'avais à résumer, le verre est à moitié. Quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Les Québécois restent solidaires. Les Québécois solidaires dans le sens de politique publique, de se préoccuper des démunis. Ils ont un soutien majeur en éducation. Je pense que les Québécois reconnaissent de plus en plus, et nos sondages à la Fondation, en regard de la campagne Naître et Grandir, montrent que les Québécois ont une appréciation de la petite enfance, mais de là à dire que la société doit s'y investir de façon prioritaire, là on a vraiment du chemin à faire. Donc, on ne part pas de zéro. On part pas de zéro. On part de 50%, mais on doit consolider des choses. Alors, je vais laisser la période de questions si vous en avez. Je pense que là, on va procéder à la présentation de Sonia. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions par la suite. Merci. Parfait. Alors, c'est sûr que, bon, ces résultats-là peuvent être certainement un peu choquants. Du moins, moi, j'ai été choquée en prenant connaissance. D'une part, parce qu'on réalise peut-être qu'on est dans une espèce de petite bulle, petite enfance, puis que c'est pas tout le monde, en fait, l'ensemble de la société qui est autant disposé peut-être à agir au niveau de la petite enfance que nous. Je pense aussi que c'est choquant parce qu'en quelque sorte, évidemment, on aspire à mieux. C'est pour ça qu'on travaille pour nos tout-petits, donc on espérait que tout le monde adhère à cette aspiration-là. Ça ne veut pas dire que personne ne veut y adhérer, je vais y revenir là-dessus, je pense que c'est un élément quand même assez important. Ceci dit, cet exercice-là, c'est vraiment une belle occasion de comprendre ce que monsieur, on peut changer de diapo aussi, ce que monsieur et madame tout le monde pense finalement. On est un peu confronté à la limite de nos propres perceptions. Je pense que c'est aussi une belle occasion là, de voir c'est quoi les leviers qui sont à notre disposition pour agir. Parce qu'une fois qu'on prend conscience de ces données-là, après le choc passé, bon, ben il y a des possibilités sur lesquelles on peut agir. Puis ça nous permet de nous aiguiller, de nous donner des pistes d'action pour changer la donne, évidemment. Ça nous permet de voir quelles sont les perceptions, en fait, de la population québécoise sur la petite enfance. Qu'est-ce qui fait qu'on y adhère plus ou moins? Est-ce qu'il y a des messages qui semblent plus porteurs que d'autres? Est-ce qu'il y a des messages qui sont à proscrire? Puis aussi de voir est-ce qu'il y a des acteurs clés qu'on devrait mettre à contribution, en fonction des publics qu'on veut cibler, évidemment. En fait, je voulais un peu résumer, il y a quand même une bonne quantité de données là, qui sont disponibles à travers le sondage et les groupes de discussion. Mais si on avait à résumer, là, en gros, qu'est-ce qu'on pourrait ressortir comme apprentissage de ça, qu'est-ce que pense la société québécoise? Dans un premier temps, en fait, comme François l'a dit, la petite enfance est vraiment associée à une période où c'est simple. Un enfant a juste besoin d'être heureux, d'être aimé, de jouer. C'est en grande partie vrai, mais est-ce que c'est seulement ça? Donc, il y a vraiment, si j'avais à nommer un des mythes sur la petite enfance, ça, ce serait définitivement le premier des mythes. Donc, la petite enfance se limite à, on a juste besoin de les aimer, de les laisser jouer, de les laisser grandir. Je vais y revenir d'ailleurs sur ce point-là un peu plus tard. Un deuxième mythe, je pense, qui est quand même assez omniprésent, ce serait vraiment que le vécu de la petite enfance, puisque c'est seulement une période où on s'amuse et on a besoin d'être aimé, ben c'est pas nécessairement en lien avec la trajectoire scolaire et encore moins la vie adulte. Le pont se fait définitivement pas entre les différents stades de la vie. C'est comme si c'était une période un peu à l'écart du développement humain. Et un des troisièmes mythes également qu'on pourrait identifier par rapport à l'ensemble de ces données-là, c'est que définitivement, élever un jeune enfant, c'est une affaire qui concerne principalement les parents. Puis j'ai bien choisi le mot ici, j'ai parlé d'élever son enfant et non d'éducation, parce que vraiment, quand on parle d'éducation, c'est comme s'il y avait des petits chemins qui s'illuminaient dans notre cerveau qui nous amènent directement au bagage scolaire. Donc, éducation, c'est le milieu scolaire, mais élever son enfant, c'est une affaire qui est fondamentalement privée, et plus que c'est privé, bien, ça concerne directement les parents. Et un quatrième mythe, pour vraiment résumer l'ensemble, je pense, des données qu'on a à travers le sondage et les groupes de discussion, c'est définitivement qu'investir en petite enfance ou les différentes mesures pour soutenir les familles, ça représente quand même une dépense importante et c'est peut-être même un luxe qui n'est pas nécessaire. Quand on dit on en fait en masse, on en fait assez, en fait,
ici, ça ne veut pas dire que c'est pas important d'investir en petite enfance. Ce que ça veut dire essentiellement, c'est que quand on parle d'investissement, de politique, de programme, on est beaucoup collé à un jargon qui est associé au gouvernement, à l'État. Donc, ça nous ramène finalement à notre rôle de contribuable et moins à notre rôle de grands-parents, à notre rôle de parents, bon, à notre rôle de voisin d'une famille. Donc, c'est pour ça que ça peut être perçu de cette façon-là. Mais en gros, si on avait à dire il faut investir plus en petite enfance, bien, ce que ça veut dire, c'est que peut-être qu'on aurait quelques résistances dues au fait qu'on est collé justement aux politiques publiques, au gouvernement, etc. La question, évidemment, que ça pose, c'est est-ce que ça veut dire que les Québécois ne sont pas intéressés par la petite enfance, considèrent que c'est pas important, ou bien qu'ils ne posent pas des gestes en faveur des petits-enfants, même s'ils sont grands-parents? Je ne pense pas qu'on peut conclure ça, puis ça, c'est un de nos leviers positifs, je dirais, même si les résultats sont choquants. Donc, fort probablement qu'une grande majorité de Québécois posent des gestes au quotidien pour les petits-enfants, soit dans leur famille, dans leur voisinage. Combien de fois on va voir des personnes âgées, par exemple, dans l'autobus, en marchant, qui vont dire « Bonjour, toi », bon, qui vont s'adresser à nos petits-enfants. Donc, vraiment, ça ne veut pas dire qu'on est associable et qu'on n'aime pas les petits-enfants. Il ne faudrait pas sauter à ce genre de conclusion-là. Mais j'avais envie de vous poser la question. En fait, si on regarde l'image, une image vaut 1000 mots, vraiment. Je pense que c'est même un des apprentissages qu'on pourrait tirer des résultats, puis je vais y revenir également. Mais si on avait, je vous mets en situation, on est dans le désert ou on est dans un environnement un peu inconnu, voire hostile, ça nous est sûrement déjà tous arrivé, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Et là, on a un peu une indication pour notre chemin. On a le choix entre un raccourci ou bien un chemin sinueux qu'on ne connaît pas vraiment, puis qui semble avoir plusieurs détours. Donc, quel chemin prendriez-vous? Le commun des mortels va probablement choisir le raccourci. En fait, si on avait à regarder l'ensemble des résultats, je pense qu'on devrait les regarder vraiment sous l'angle des raccourcis, justement. On peut changer la diapositive. Il faut se ramener à comment les humains apprennent, puis je pense que ça nous donne des bonnes pistes de compréhension de ces résultats-là. En fait, on apprend tous sensiblement de la même façon. Quand on est exposé à une nouvelle information, une nouvelle situation, on va essayer de la comprendre en fonction de ce qu'on a déjà appris, évidemment. Et ce qu'on a déjà appris, en fait, ça se base essentiellement sur un ensemble de raccourcis. Des choses qu'on peut facilement utiliser, même quand on est dans une situation aride, comme un désert, où on est un peu perdu, même je dirais encore plus dans ce genre de situation-là, on va toujours se ramener à un ensemble d'apprentissages clés, un ensemble de raccourcis qui nous permettent de mieux comprendre les nouvelles situations, les nouvelles informations. Ces raccourcis-là, on les appelle les schémas mentaux en psychologie, en fait, mais on peut les appeler des raccourcis tout simplement, mais ils sont essentiellement basés sur nos expériences antérieures, et c'est pourquoi c'est quand même assez puissant, je vous dirais, quand on essaie de communiquer avec la population générale, ou même individuellement avec les personnes, c'est ça. C'est des expériences qui sont très puissantes et qui sont plus difficilement modifiables. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de les modifier, mais ça veut dire que ça prend un ensemble de stratégies qui ont été bien réfléchies pour pouvoir les faire cheminer. Donc, c'est possible, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Je voulais aussi vous dire que c'est un ensemble de raccourcis. En fait, je parlais de mythe tout à l'heure, je trouvais que c'était un mot évocateur, justement. Un mythe parce que ce que les Québécois semblent penser en général, ça ne concorde pas vraiment avec, par exemple, ce que la recherche nous apprend sur le développement des enfants. Est-ce que ça veut dire que la science ne réussit pas à rejoindre les Québécois? Est-ce que ça veut dire que ça n'intéresse pas les Québécois? Pas nécessairement. En fait, il faut regarder un peu l'environnement dans lequel on est aussi pour mieux comprendre pourquoi notre société pense de cette façon-là. D'une part, quand on regarde un peu le langage qui est utilisé dans notre environnement, dans notre entourage, et je suis certaine que vous avez déjà entendu ça, peut-être même que vous avez vous-même utilisé ces expressions-là, qui ne sont pas négatives, mais qui quand même représentent une certaine compréhension du développement de l'humain et de l'enfant. On va dire que ce sont comme des éponges, que ce sont des plantes qu'on doit arroser, qu'on veut faire pousser. La petite enfance, ça sert à acquérir les bases seulement. Donc vraiment, ce qu'on peut retirer de ça, c'est que d'une part, on dirait que la petite enfance, c'est un peu comme une boîte noire. On a une idée générale de ce que c'est, on a une idée générale de comment se développent les enfants, mais au-delà des images, effectivement, des éponges ou des petites plantes qui grandissent, qu'est-ce que c'est essentiellement le développement de l'enfant?
là, on a peut-être moins de réponses, puis probablement que la science a, je pense, quelques petites croûtes à manger pour expliquer un peu mieux qu'est-ce que c'est le développement de l'enfant. Donc, c'est sûr qu'il y a une vision quand même assez simpliste du développement humain. Puis c'est pas, je dis simpliste, mais pas dans un sens péjoratif, c'est juste normal. C'est collé à notre, comment l'humain apprend finalement, à nos fameux raccourcis. Puis une autre chose qu'on pourrait considérer également, c'est que quand on s'intéresse, par exemple, quand on va argumenter, hein, je sais que plusieurs d'entre vous ont des stratégies de communication, des stratégies d'influence, on essaie d'aller voir certains décideurs, des acteurs municipaux, etc., pour les mettre dans le coup de la petite enfance. On veut qu'ils participent à nos plans d'action. Puis, une des façons de travailler avec eux, bien souvent, c'est d'aller avec un argumentaire qui va s'appuyer, entre autres, sur la science. C'est mon premier réflexe également. Mais ceci dit, peut-être que ce n'est pas toujours la meilleure façon de travailler avec, entre autres, nos décideurs, qui sont souvent des baby boomers. Donc, parce que d'une part, on associe souvent, par exemple, quand on va parler de retour sur investissement, on va parler de prévention, bien, on va associer la petite enfance à la prévention de la pauvreté. On va associer la petite enfance à la prévention des inégalités socio-économiques. On va parler aussi de la prévention du décrochage scolaire ou de la persévérance scolaire. Mais en fait, et tout ça, c'est pas mauvais, évidemment, mais ce que ça nous permet de voir à travers les résultats du sondage et des groupes de discussion, c'est que le lien cause à effet est difficile à faire. Parce que la réussite scolaire, parce que la vie adulte, c'est tellement loin du vécu de la petite enfance qui déjà on associe à quelque chose où on joue et on a besoin d'être aimé, que le lien ne se fait pas. Et on le voit d'ailleurs dans les résultats, il y a vraiment des paradoxes assez fascinants, je dirais, parce que d'une part, on juge que l'éducation, c'est prioritaire, on juge que la santé, c'est prioritaire. Les Québécois, en général, se disent préoccupés par le sort des plus démunis. Ils considèrent que c'est une responsabilité collective, donc on doit agir ensemble. C'est un enjeu sociétal sur lequel on doit agir, mais en contrepartie, la petite enfance n'est pas vue comme nécessairement la top priorité. Alors qu'on sait très bien qu'agir en petite enfance, ça a un effet quand même assez important sur la prévention de la pauvreté. Donc, ce lien-là ne se fait pas. Une autre chose aussi qu'on pourrait considérer, c'est que non seulement je parlais des images que nous-mêmes on utilise pour désigner le développement des enfants, mais ces images-là, on est exposé à ça quotidiennement à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, dans notre entourage. Donc, il faut considérer aussi que l'environnement médiatique, entre autres, dans lequel on est, contribue à renforcer cette image mentale-là qu'on a du développement des petits-enfants. Et bien souvent, les messages qu'on reçoit aussi, ça va être entre autres sur la sécurité physique des enfants, comment prévenir les empoisonnements, comment rendre l'environnement sécuritaire, comment, par exemple, attacher son siège d'auto. C'est des messages qui sont importants, c'est clair, mais en même temps, ce que ça nous ramène, ça nous ramène essentiellement à l'enfant comme individu et l'enfant dans un milieu qui est assez restreint, c'est-à-dire sa cellule familiale, ses parents. Donc, ça nous amène à comprendre, encore une fois, le développement de l'enfant à travers quelque chose de plus individualiste, et on le voit très bien dans les résultats du sondage et les groupes de discussion. Et quand on se met à penser aux solutions qu'il faut adopter pour améliorer le sort des enfants, par exemple, bien nécessairement, parce qu'on considère que c'est quelque chose d'individuel, bien, les solutions vont être considérées de façon individuelle aussi. D'où peut-être la raison pour laquelle on considère que la petite enfance, c'est peut-être plus un enjeu privé que collectif. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, un autre élément qui est important, c'est que quand on parle de la petite enfance, on ne dira pas éduquer un enfant, on va souvent dire élever un enfant. Hein, ça, c'est très présent dans notre vocabulaire aussi. Ça traduit une certaine idée, une certaine conception de l'enfant, encore une fois. Ça montre à quel point les raccourcis mentaux sont très puissants. Hein. C'est vraiment ancré dans nos symboles, dans nos langages, dans nos valeurs. Même jusque dans une certaine mesure, on n'en prend même plus conscience tellement c'est omniprésent. Mais en même temps, ça forge la compréhension qu'on a du développement de l'enfant et notre volonté à agir là-dessus. Donc, au niveau d'élever un enfant, comme on l'associe vraiment à la sphère privée, bien, on voit mal l'éducation, par exemple, plus formelle, qu'elle a un rôle à jouer au niveau de la petite enfance. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, entre autres, nos services de garde éducatifs, entre autres les CPE, sont perçus comme essentiellement du gardiennage ou comme des services qui sont un peu un luxe, puisque les baby boomers, entre autres, n'en ont pas bénéficié, puis que les enfants s'en sont bien sortis également. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est pas nécessaire ou que c'est pas quelque chose d'important, mais en même temps, encore une fois, comme
élever un enfant est perçu comme quelque chose d'éminemment privé, puis que c'est pas vu comme un continuum, comme quelque chose qui te prépare à l'école et qui doit être complémentaire à ce qui va se passer par la suite, mais c'est sûr que ça peut être plus difficile de faire valoir ce type de mesures-là, justement, parce qu'elles sont perçues comme plus éducatives. On peut passer à la prochaine diapo. En fait, je voulais vous proposer déjà quelques pistes de réflexion par rapport aux différentes façons de déjouer ces mythes-là. Parce qu'encore une fois, on a des leviers pour agir. Hein? Puis je sais, comme je disais tout à l'heure, que plusieurs d'entre vous ont déjà des plans de communication. Vous avez déjà, pour la plupart d'entre vous, des stratégies d'influence. On vise à aller chercher la participation de différents acteurs clés dans les communautés locales. C'est vrai pour le régional aussi. Donc, comment utiliser ces résultats-là pour aller un peu forger, recadrer le discours public? En fait, il y a différentes pistes intéressantes qui s'offrent à nous. D'une part, il faut vraiment comprendre que on peut difficilement on peut difficilement ne pas considérer les raccourcis mentaux qui sont déjà omniprésents dans notre société. D'une part, parce qu'ils sont très présents. Ils sont présents, comme je disais, dans notre vocabulaire, dans nos médias, c'est renforcé. Donc, quand on essaie avec un certain type de public cible. Dans ce cas-ci, je vais parler des baby boomers parce que c'est une des choses qu'on voit à travers les résultats du sondage. Ça ne veut pas dire qu'il faut les ostraciser. Ils font partie intégrante de notre société. Mes parents sont des baby boomers. Ils sont convaincus parce que je les harcèle, mais bon. Qu'est-ce qu'on fait avec tout un pan de notre société qui sont importants, dont certains sont grands-parents en plus? Bien, c'est sûr que si on apporte des arguments, si on apporte des façons de voir qui sont très pertinents dans notre bulle petite enfance, mais qui ne sont pas en concordance avec les schémas, les raccourcis qui sont déjà présents, bien, ça se peut que notre message soit un peu un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi? Parce que nécessairement, comme je disais tout à l'heure, quand on est exposé à une nouvelle information, une nouvelle situation, on va toujours la comprendre à travers les filtres qui sont en nous et qui ont été construits à partir de nos expériences. Donc, deux situations possibles si on arrive avec quelque chose qui est trop en déphasage par rapport aux mythes qui sont déjà existants. Soit la personne va comprendre la nouvelle information à travers les filtres qu'elle a et donc va déformer l'information qu'on essaie de lui apporter. Soit cette information-là va être mise de côté parce qu'elle est trop à l'opposé de ce qu'on croit déjà. Donc, c'est vraiment un élément à considérer. D'ailleurs, les résultats des groupes de discussion apportent beaucoup d'éclairage sur les différents publics cibles puis les différents messages clés à utiliser. François parlait, entre autres, de faire plus. On va le dire souvent, il faut en faire plus pour nos petits-enfants. Attention, peut-être que ce n'est pas nécessairement le meilleur message à utiliser. Peut-être que, justement, on devrait parler de faire mieux, de faire évoluer, de créer du changement, de la progression. Donc, bref, de partir de ce qui existe déjà et d'en faire quelque chose de meilleur, plutôt que de rajouter différentes mesures. Peut-être aussi que le discours au niveau des politiques publiques, des programmes, le gouvernement, tout ce qui est associé étroitement là, à l'appareil étatique, peut-être que c'est pas nécessairement le meilleur des messages envoyés, entre autres, aux plus de 44 ans, parce que ça les ramène dans leur rôle de contribuables. Et ce qu'on a pu aussi voir, puis j'ai oublié de le mentionner, mais ce que je voulais vous dire qui est encourageant quand on se compare, on se console ou on se donne une tape dans le dos, mais la situation qu'on observe dans la société québécoise à travers les différentes données qu'on a eues, elle n'est pas propre au contexte québécois. J'ai fouillé un peu dans la littérature scientifique et ce qu'on voit, c'est qu'on peut voir exactement les mêmes conceptions et la même compréhension et les mêmes réactions par rapport à la petite enfance en contexte américain. Est-ce que c'est propre à nos sociétés nord-américaines, occidentales? Là, on pourrait débattre longuement de ça. Puis, je n'ai pas la réponse, mais ça veut quand même dire qu'on n'est pas les seuls dans cette situation-là. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que on est un peu à contre-courant, je dirais, de ce qui existe dans l'environnement, des messages qui sont renforcés. Donc, il faut vraiment bien choisir ces messages. Et ce qu'on sait, c'est que, d'une part, comme je disais, il faut peut-être s'éloigner un peu du discours des politiques publiques. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que, d'une part, les baby boomers sont très sensibles aux arguments scientifiques. C'est ce qu'on apprend, entre autres, dans les groupes de discussion. Donc, ils sont très sensibles aux arguments scientifiques, mais ils sont aussi très sensibles à des représentants auxquels ils s'associent. Donc, ça veut dire des gens qui sont probablement baby boomers eux-mêmes, qui ont un vécu qui leur ressemble.
ce que ça veut dire aussi, puis c'est vrai aussi pour les 18-44 ans, qui sont la plupart du temps parents, tout ce qui est témoignage, geste quotidien, quelque chose qui vient allumer une émotion, je dirais, chez les gens, qui les ramène à leur propre expérience, ce sont vraiment des choses qui fonctionnent, puis qui peuvent nous permettre de faire le pont aussi vers des mesures plus sociétales. Donc, par exemple, le geste que j'ai posé ce matin de dire bonjour à mon petit voisin que j'aime beaucoup, qui me fait sourire, qui m'apporte du bonheur, bon, bien, ce geste-là, ça contribue à son développement. Puis on a besoin des enfants pour avoir une société en santé qui est prospère. Hein. On parle beaucoup d'économie, c'est un discours qui est très présent, donc une société prospère. Ce sont des choses qui résonnent dans la tête des gens, mais vraiment, les témoignages, les expériences, le quotidien, il n'y a rien de mieux pour partir de ça, puis de faire un petit pas de plus pour recadrer le discours autour des enfants. Une dernière petite chose aussi qui peut être intéressante, c'est de situer l'enfant dans son environnement. Bien souvent, on va cibler l'enfant tout seul ou l'enfant avec ses parents, de le montrer dans son environnement, de parler des facteurs de son environnement qui contribuent à son développement. Ça peut être des bonnes pratiques justement de communication pour tenter d'influencer. Puis je conclurai ma présentation en vous disant que j'avais décidé moi-même d'appliquer la question des raccourcis mentaux. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans la présentation, je vous ai montré une image pour montrer un peu quel type de chemin on utiliserait. C'est une façon de partir de ce qu'on a déjà vécu, puis de ce qui fait appel à notre expérience pour aller faire un pas de plus. Merci. Alors, je vais rester hors champ, mais on va passer à une période de questions. Donc, je vais inviter les gens qui sont en ligne à aller dans l'espace Claverteur que vous trouvez en bas de votre page à gauche et de nous poser des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc je vais y aller avec mes propres questions, mes propres commentaires. Donc, Sonia, tu nous as parlé, dans le fond, que cette préoccupation, en fait, le fait que le développement des tout-petits ne soit pas une préoccupation sociétale, c'est pas juste au Québec qu'on voit ça, mais on le voit ailleurs. Et le premier réflexe que j'ai eu, je me disais, il y a aussi, à mon avis, plein de thématiques comme ça au Québec qui ont été traitées et dont c'était le premier réflexe d'avoir une préoccupation plus au niveau de l'individu, que ce soit le tabac, que ce soit aussi le recyclage, où est-ce qu'on pense toujours que c'est une responsabilité première individuelle et qu'il a fallu faire un passage vers une responsabilité plus large ou collective. Donc, je trouve ça sain qu'on ait cette prise de conscience-là maintenant au Québec par rapport au développement des tout-petits. Et ça m'a amené à me questionner sur, selon vous, les gens qui sont dans les regroupements locaux, qui sont sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut peut-être concrètement commencer à réfléchir ou à faire? Donc, avez-vous des pistes de réflexion par rapport à ça là, qui permettraient d'orienter, de même s'inspirer de d'autres choses, de d'autres thématiques en dehors de la petite enfance, qui nous permettraient de voir des actions concrètes qu'on pourrait commencer à faire à l'échelle locale pour aller un petit peu plus large que juste auprès de notre milieu qui est déjà convaincu de l'importance d'agir. Je pense que d'une part, dans l'ensemble des activités qui sont faites dans un milieu local, puis au niveau régional aussi, c'est sûr que ça prend du multistratégique. Il faut vraiment cibler un ensemble d'acteurs. On ne peut pas agir seulement au niveau de l'enfant ou de sa famille. Ça nous prend vraiment, il faut mettre tout le monde dans le coup. C'est vraiment un incontournable. Puis je pense que c'est déjà très présent dans les plans d'action, entre autres, qu'on voit, mais je pense que c'est important de maintenir le cap là-dedans. Il n'y a pas il n'y a pas d'économie de temps à faire, à vouloir travailler, par exemple, dans son coin, à faire certaines choses. On a vraiment besoin de la part de tout le monde. Ça, d'une part. Puis d'autre part, je pense que ces résultats-là nous amènent toute l'importance de la communication, entre autres, de comment on va chercher la participation ou l'adhésion de l'ensemble d'une communauté, puis pas juste des organisations, des partenaires, des décideurs, bien que ce soit des acteurs clés vraiment importants, mais aussi l'ensemble de la communauté, donc les citoyens. Ça évoque entre autres toute la question de la participation des citoyens. Moi, ce qui m'a fasciné dans les résultats, c'est comment les gens se ramenaient beaucoup à leur expérience de contribuable. Puis ce que je me disais, c'est peut-être qu'à quelque part, c'est un peu comme si notre participation citoyenne dans la communauté se limitait à voter puis à payer des impôts.
et là je vous lance une hypothèse qui m'est personnelle, mais je me disais, il y a d'autres façons de s'impliquer dans notre communauté, puis ça ne veut pas dire nécessairement, bien que ce soit très intéressant, d'être bénévole dans un organisme communautaire, bon, il y a toutes sortes de façons de s'impliquer, mais juste de soutenir, par exemple, la famille qui vit à côté de chez nous, de s'aménager un espace qui est favorable pour les tout-petits de notre voisinage, ce sont des gestes très concrets qui font partie aussi de la participation citoyenne. Donc, je pense qu'il y a vraiment différents volets. Il y a le fait de cibler un ensemble d'acteurs, il y a le fait de bien communiquer pour aller chercher ceux dont on a besoin, de les convaincre, de susciter de l'adhésion, puis de faire participer l'ensemble des acteurs d'une communauté qui contribuent déjà, j'ai envie de dire, par un ensemble de gestes au développement des tout-petits. Donc, il faut les mettre en lumière. Puis c'est un peu la dernière chose que je dirais, c'est que pour aller vers le collectif, il ne faut pas partir du collectif. Parce que le collectif, c'est quelque chose d'abstrait. Ça évoque tout le monde et personne à la fois. Donc, il faut vraiment, ce que nous apprend les résultats, je pense, puis un ensemble de pratiques en communication, c'est vraiment de partir du vécu individuel et de lentement amener vers le collectif. Très bien. Moi, ce que je vais ajouter à ça, je vais résumer. L'angle, en général, c'est il faut être capable de parler à la tête, au cœur et au porte-monnaie. La meilleure façon d'amener, puis là, Sonia l'a introduit, la meilleure façon d'amener le collectif, c'est par un récit, le storytelling. À peu près les meilleures pratiques en communication sociétale disent toujours, il faut être bon à raconter des histoires, des récits qui illustrent la volonté, par exemple, de parents ou de personnes à créer des conditions favorables au développement de leur enfant, mais qu'ils rencontrent. Donc, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de capacité et de démontrer à notre partenaire, à un décideur, que par une mesure X ou une décision Y ou un budget Z, on va faciliter la vie des gens qui veulent contribuer au développement des enfants. Et le premier réflexe, très souvent, c'est on veut aider un enfant à la fois, puis c'est de montrer tranquillement à des décideurs qu'ils peuvent aider 1000 enfants à la fois, mais qui va avoir un impact concret de soutien, et un apport. Alors, il faut concrétiser, il faut montrer que les gens veulent et qu'ils ont besoin d'un coup de pouce, puis que par une décision très précise, il va avoir un impact majeur. Et que ça se situe dans des réalités, et là, l'utilité des récits. C'est ça les conseils que je donnerais. Et quand vous êtes au niveau local, vous avez un accès à des récits. Vous connaissez du vrai monde dans la collectivité. Vous pouvez nommer des choses très concrètes qui illustrent le collectif au lieu d'être dans une abstraction du collectif. Alors, les gens, tantôt, étant donné que j'étais hors champ, vous ne m'entendiez pas, donc je vais venir un peu à l'écran comme ça fait un peu étrange. Donc, il n'y a pas beaucoup de questions qui ont été soulevées. Il y a une question, entre autres, qui vient d'apparaître en clavardage qui disait dans les focus group, est-ce qu'il a été question de façon plus précise de certaines sphères du développement de l'enfant ou est-ce que les gens avaient une plus grande sensibilité, par exemple, à une responsabilité collective par rapport à ça? Est-ce que c'est un axe sur lequel qu'on pourrait aborder? Moi, je vais vous partager, peut-être pas dans les groupes de discussion spécifiques, mais dans le cadre de la préparation des campagnes Naître et Grandir, à chaque année, on fait des groupes de discussion et depuis 7-8 ans, auprès de parents. Ce que je peux vous dire, quand on évoque la notion de la préparation à l'école ou l'entrée scolaire réussie, l'obsession en ce moment, c'est d'être accepté des autres, de se faire des amis, beaucoup plus que la préparation cognitive et tout ça. Donc, toute la sphère d'être accepté, d'avoir des amis, en haut de la liste. Et ça pourrait venir conditionner des réflexions sur la façon de montrer l'importance de l'entourage, incluant, mais allant au-delà des parents, comme un vecteur de socialisation très positif. C'est une avenue. Je vais dans le même sens, moi aussi, quand on regarde non seulement les résultats du côté de Naître et Grandir, mais aussi dans les groupes de discussion, on parle souvent de la petite enfance comme, on disait, jouer, être aimé,
Et être heureux, mais déjà être aimé, être heureux, jouer, ça suppose qu'on est en interaction avec d'autres personnes. Donc, il y a un niveau socio-affectif clairement qui est ici. Mais on évoque aussi souvent la période de la petite enfance comme utile pour socialiser les enfants, les préparer à la vie en société. Puis on n'évoque pas l'âge adulte ici quand on dit vie en société, là, c'est vraiment à interagir avec d'autres. La socialisation est vraiment, c'est un mot qui est très, très présent. On veut faire en sorte que les enfants ne soient pas sauvages. Désolée pour le mot, mais c'est le genre de choses qu'on entend. Donc, c'est vraiment, c'est ça, de faire en sorte que son interaction avec d'autres est beaucoup moins, en fait, puis c'est ce qu'on a vu aussi dans d'autres études américaines qui sont similaires. Les gens sont beaucoup moins intéressés par des trucs liés au monde scolaire, comme écrire, lire, lire, ça dépend comment c'est amené, parce que je pense que la campagne Naître et Grandir a bien réussi à ce niveau-là, mais c'est sûr que le socio-affectif est beaucoup plus présent que ce qui est plus développement cognitif. Donc, une dernière question qu'on a eue, là, et si jamais les gens, vous avez d'autres questions, c'est toujours le temps de continuer à les mettre en ligne. On en prend une dernière, mais il va y avoir une seconde période de questions à la fin, puis de toute façon, après coup également, on va pouvoir répondre à vos questions que cela aurait inspiré éventuellement. Donc, une dernière question, c'est, en fait, on a quelqu'un qui souhaiterait peut-être aborder cette préoccupation-là avec le municipal. Puis on l'a vu aussi dans les plans, dans les préoccupations, dans le fond, des regroupements, que le volet municipal, on a peut-être quelque chose là comme public, pas juste comme public cible, là, mais qu'il faut venir les interpeller, il faut venir faire en sorte qu'ils se sentent préoccupés par le développement des tout-petits. Est-ce qu'on a des pistes ou des axes des actions à proposer à ces gens-là pour faire en sorte qu'ils se sentent interpellés par rapport à tout le développement des tout-petits, 0,5 ans? Oui, je peux y aller. En fait, une des pistes que je vois concrètement, en fait, c'est déjà de mieux comprendre dans quel public cible on est, avant toute chose. Et nos acteurs municipaux, ce sont des décideurs publics, font partie d'une classe politique et bien souvent, ce sont des baby boomers. Donc, ce qu'on peut déjà apprendre à partir des résultats du sondage et des groupes de discussion, c'est qu'il y a certains types de messages auxquels ils vont être plus sensibles que d'autres, étant donné la génération à laquelle ils appartiennent et donc les croyances, les valeurs, les raccourcis qui leur sont propres. Ce que ça veut dire, entre autres, c'est que, comme je disais tout à l'heure, les baby boomers semblent très sensibles aux arguments scientifiques, mais en même temps, il faut être prudent en les utilisant parce que plus on s'éloigne de la petite enfance, plus le lien de causalité peut être difficile à faire. À ce stade-ci, je pense qu'on peut profiter de l'expérience de nos voisins américains qui ont développé un ensemble d'arguments scientifiques qui visent plus largement le public, qui ont été testés et qui semblent bien fonctionner. Donc, on peut s'inspirer de ça. On peut aussi aller du vécu. Encore une fois, donc, si nos acteurs municipaux sont eux-mêmes grands-parents, ça peut être un levier intéressant. Puis, comme je disais tout à l'heure, ils s'identifient à des gens qui leur sont similaires. Donc, si on a dans notre regroupement de partenaires une personne qui est un leader dans la communauté, qui est apprécié, puis qui en plus, ça donne être dans la génération des plus de 44 ans, bien, ça aussi, ça peut être un atout pour les mettre à profit. Deux choses rapides. La première, c'est les personnes qui s'intéressent à cette question-là, vous devriez visiter le site du Carrefour Action Municipale Famille. Il y a des argumentaires, il y a du bon matériel. C'est presque, vous ajoutez de l'eau et ça fonctionne. Là, vous allez avoir des arguments. La deuxième chose que je vous dirais, mon expérience avec le milieu municipal, c'est que les élus municipaux ont des préoccupations liées, bien sûr, au développement économique, mais aussi à la qualité de vie dans la municipalité, et plusieurs municipalités ont des objectifs d'attractivité des familles. Donc, il ne faut pas nécessairement leur parler à eux d'éducation parce qu'ils pensent que c'est l'école, il ne faut pas leur parler de ça en termes de prévention et de santé parce qu'ils disent que ça c'est la santé publique. Alors eux, toutefois, ils sont responsables, ils se sentent interpellés par la qualité de vie, le plaisir de vivre dans cette municipalité X, puis ça passe effectivement par des parcs, par une programmation, par des règlements municipaux, par des services municipaux qui sont favorables à la famille.
Et c'est ces arguments, donc, quels sont leurs objectifs et en quoi vos propositions de mesures sont cohérentes, compatibles et servent à la fois vos objectifs, mais aussi les leurs. Donc, merci d'avoir répondu à nos questions. On va passer maintenant à la seconde partie du webinaire qui portait sur les initiatives en cours et à venir qui visent, dans le fond, à traiter de cet enjeu-là. Donc, François va pouvoir nous présenter des initiatives qui sont présentes au niveau de la Fondation et Catherine Chouinard va venir s'asseoir ici sur la chaise, va pouvoir nous parler de perspectives parents, un sondage qui a été une recherche qui a été réalisée dont les résultats vont être rendus disponibles au printemps. Merci encore, Julie. Alors, je vais vous présenter, je vais vous parler de la campagne sociétale Naître et Grandir, que vous connaissez bien, je pense. Je vais vous parler de la grande semaine des tout-petits et je vais vous parler de l'Observatoire des tout-petits. 3 initiatives qui contribuent à sensibiliser la population, à faire valoir l'importance de la petite enfance dans une perspective pour la société québécoise. Je vais me permettre, normalement le vendredi matin, je donne un cours à l'université, c'est que puis je me suis libéré pour ce matin, mais je vais vous donner un 101 de communication sociétale petite enfance. Juste pour vous situer, ça va vous aider à comprendre la contribution de certaines initiatives. En marketing social, en communication, il y a quelque chose d'assez consacré. C'est des objectifs qu'on pourrait appeler downstream, midstream, upstream. Excusez-moi les termes anglais, mais ça fait référence à la métaphore d'un cours d'eau. On peut aller en aval, et aller en aval en marketing social communication, c'est d'orienter nos messages et nos actions vers des individus qui peuvent adopter des comportements pour un objectif de santé, de développement des enfants et le reste. Et typiquement, dans notre cas, ce serait parler aux parents pour qu'ils adoptent des pratiques parentales, des comportements spécifiques. Le midstream, c'est créer des conditions à proximité des parents, par exemple, ou de la famille ou de l'enfant, qui vont favoriser son développement. Donc, c'est des acteurs de proximité dans l'entourage qui peuvent aider les parents à adopter des pratiques ou qui peuvent eux-mêmes créer des conditions favorables au développement des enfants. Ça, dans le jargon, on appelle ça du midstream. Et aller à la source des problèmes, c'est dans la métaphore, c'est du upstream, donc en amont. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir des enjeux et créer des conditions très favorables en termes plus systémiques, étant donné qu'on est à l'avenir d'enfants, plus systémiques qui vont contribuer au développement des enfants. Puis ça, c'est du upstream. Alors, quand on regarde différents moyens de communication ou initiatives, si on prend Naître et Grandir, qui est vous connaissez, c'est sous cette bannière, il y a un site web, une infolette, des médias sociaux, un magazine et la campagne sociétale qui est particulièrement centrée sur le développement global des enfants, mais je dirais un enfant à la fois. C'est-à-dire qu'on parle de ce qu'un parent ou d'autres, mais surtout les parents, peuvent faire pour leurs enfants. Et la campagne sociétale Naître et Grandir à ce jour, dans l'acétate que vous voyez, a valorisé le rôle parental. Vous vous souviendrez de la toute première campagne de l'enfant dans le cinéma, qui était le fan fini de son parent, et son parent aurait parlé du rapport d'impôt, puis l'enfant aurait été en extase. Puis on a fait la promotion de comportements parentaux spécifiques, notamment de la lecture, on a abordé les habiletés sociales. À l'autre, en upstream, je monte en haut de l'acétate, là on est dans la promotion de mesures collectives et avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant dans le webinaire, il y a un défi de taille au niveau des représentations mentales, mais néanmoins du upstream, c'est faire en sorte que des mesures collectives soient adoptées et que la petite enfance soit perçue comme étant l'affaire de tous, dans l'intérêt de tous. Et là, on n'est plus un enfant à la fois, on est à la rigueur l'ensemble des enfants ou s'assurer que tous les enfants sont rejoints. Et je vais aborder dans quelques minutes le rôle de la Grande Semaine des Tout-Petits, qui est une initiative partenariale qui va être lancée cette année, qui va être franchement dans le placer la petite enfance au cœur des priorités de la société québécoise,
dans l'intérêt de la société québécoise, pas juste pour s'occuper des tout-petits seulement. Et je vais vous parler aussi dans quelques minutes de l'Observatoire des tout-petits qui va être lancé le 18 avril. Je crois que la plupart d'entre vous avaient déjà été invités et probablement que la plupart d'entre vous a déjà annoncé leur participation. Ça va être web diffusé, mais j'y reviens sous peu. Entre le downstream et le upstream, il y a le midstream. Et là, l'importance, et là je vais rattacher des fils avec ce qu'a dit Sonia, c'est-à-dire que dans le midstream, c'est au-delà des parents, il y a des gens dans l'entourage qui peuvent jouer des rôles, qui jouent déjà des rôles par des petits gestes, par des grands gestes, par des petits comportements anodins ponctuels, par de grandes relations intimes, jouent des rôles importants dans le développement des enfants au-delà des parents. Et puisque les Québécois en général, en termes sociétal, ont le raccourci de dire c'est la job des parents, ben, il faut tranquillement élargir qu'il y a des rôles joués dans l'entourage par d'autres personnes que les parents qui ont un impact majeur dans le développement d'un enfant et voire nécessaire au développement d'un enfant, et que ça devienne le précurseur d'une appréciation plus globale que c'est une responsabilité partagée. Mais si on saute à un discours trop collectif sans passer par un nouveau raccourci qui dirait c'est plus que le parent, on va avoir toujours de la misère à faire du upstream. J'espère que ce n'est pas trop théorique mon histoire, mais c'est à peu près ça. Donc, je suis heureux de vous dire que naître et grandir, sans le dénaturer sa contribution et sa marque, son image de marque centrée sur un enfant à la fois, cette année, au lieu de se poser la question quel autre geste, quelle autre sphère du développement de l'enfant on va aborder, on s'est posé la question comment la campagne Naître et grandir pourrait contribuer à élargir au-delà de la diade parent. Alors, la prochaine campagne, on est en plein développement de la campagne, mais la prochaine campagne, je peux vous dire, va aborder l'entourage au-delà du parent, sans déposséder le parent de son rôle, mais de montrer et de faire valoir quelque chose que les gens vont comprendre rapidement, qu'il y a des gens significatifs dans la vie d'un enfant qui contribuent en complément du parent, avec le parent, mais pas en aidant que le parent, en ayant une valeur intrinsèque dans la vie des enfants. Il est merveilleux d'être dans la vie d'un enfant. Il est merveilleux d'avoir des enfants dans sa vie. Et pour bénéficier de ça, ils n'ont pas besoin d'être nos enfants. OK, alors, si j'avais à résumer. Alors, c'est un peu l'angle qu'on va prendre pour la prochaine campagne. Et même les prochaines campagnes pour les prochaines années. Donc, je viens de faire une pierre deux coups, je viens de vous parler de la prochaine campagne Naître et grandir. Maintenant, si on pouvait passer, je vais vous parler de la grande semaine des tout-petits. Et là, je suis vraiment le prisme d'un grand groupe qui travaille à l'élaboration de cette grande semaine. Alors, je vais vous situer, la plupart d'entre vous étiez au merveilleux forum Tous pour eux en novembre dernier. Et vous allez vous souvenir que Jean-Pierre Hott, le président du conseil d'administration d'Avenir d'enfants, avait émis un souhait d'avoir une semaine durant laquelle on allait célébrer les enfants du Québec pour la société québécoise. Or, je ne suis pas en train de vous faire une grande nouvelle, mais il y a un groupe, Avenir d'enfants, le ministère de la Famille, la Fondation Chagnon, et maintenant beaucoup d'organismes non gouvernementaux regroupant le Réseau pour un Québec Famille, le Carrefour d'Action municipale Famille, la Fédération des organismes communautaires Famille, et quelques associations de services de garde à confirmer. La Commission Service Labrador, merci, qui œuvre déjà, et j'espère qu'on n'oublie pas, qui œuvre déjà au lancement de la première grande semaine des tout-petits, qui concorde avec la Journée mondiale de l'enfance, donc ça va être du 20 novembre, le 20 novembre c'est la Journée mondiale, du 20 au 26 novembre 2016 sera la première édition de la grande semaine des tout-petits, qui va porter un message très sociétal de la petite enfance,
qui a 3 grands objectifs. Alors, je vais parler de l'Observatoire des tout-petits dans quelques minutes. L'Observatoire va profiter de l'occasion pour vraiment faire le portrait de l'état de bien-être des tout-petits au Québec et des environnements dans lesquels ils grandissent. Donc, il va y avoir un état de situation assez systématique année après année. Le deuxième grand objectif, et là, je veux juste vous dire, l'Observatoire et la Grande Semaine a la volonté de vous outiller très concrètement avec des moyens pour promouvoir non seulement la petite enfance, mais faire rayonner vos actions et les retombées de vos actions dans vos milieux. Alors, le deuxième objectif, c'est de mettre en lumière des acteurs et des actions, ainsi que les retombées, donc vous. Puis le troisième objectif, c'est de sensibiliser et de mobiliser l'ensemble de la société québécoise, et on s'est donné comme priorité, justement, le milieu municipal, le milieu économique et le milieu politique. Alors, on est en train d'élaborer on a demandé aux différents réseaux, incluant Avenir d'enfants, au niveau des regroupements locaux, de comment on pourrait outiller les gens pour faire de l'action à l'échelle locale, régionale, nationale, dans les milieux réseautés et aussi en termes médiatiques. Donc, on est en élaboration de ça. On va être en mesure, on espère et on le vise, parce qu'en juin prochain, on sera en mesure de vous fournir déjà des informations qui vont vous permettre de mieux planifier ce que vous pourriez faire à l'échelle locale, profiter du tam-tam pan-québécois autour de la petite enfance et de l'attention qu'on va tenter d'attirer autour de ça. Alors ça, c'est une autre initiative, puis je gère les attentes. On ne va pas tout régler la première année, il faut le lancer. La portée optimale d'une semaine comme ça, on la constate la 3e, 4e édition. On s'est dit, il faut commencer, et on est très, très enthousiaste. Je parle au nom du groupe qui y travaille. Je poursuis avec l'Observatoire des tout-petits. Alors, vous avez presque un scoop qui est presque... je vais vous dévoiler certains éléments qui vont être annoncés et vécus, je dirais, le 18 avril prochain à 10 heures. Encore une fois, vous avez déjà reçu une invitation. Je vous invite à vous inscrire à la web diffusion et d'attirer vos amis à cette web diffusion-là. Alors, l'Observatoire des tout-petits, c'est une idée qui remonte à plusieurs années. En fait, il y a quelques personnes, et pour ne pas le nommer, Camille Bouchard, qui est allé voir la Fondation en disant, après les 20 ans d'un Québec fou de ses enfants, quel genre d'informations on a pour prendre le pouls, d'être capable de décrire l'état de bien-être des tout-petits, puis il n'y avait pas d'instrument. Et l'idée a germé de se doter d'un espèce de tableau de bord de la petite enfance. Alors, l'Observatoire, sa première fonction, on dit souvent veiller pour éveiller. Alors, ça va être une fonction de veille, de colliger, non pas de collecter de la nouvelle donnée, mais de rassembler des données populationnelles existantes pour faire état de la situation du bien-être des tout-petits et des environnements dans lesquels ils grandissent. Et ça va être aussi un projet soutenu par la Fondation, mais en partenariat avec beaucoup d'organisations, des sources de données comme des porteurs, de susciter un dialogue collectif sur les options possibles. Alors, je retourne en mode prof. Dans l'élaboration de mesures collectives, on dit souvent qu'il faut reconnaître l'enjeu pour ensuite aborder les solutions possibles, pour ensuite faire pression pour que les solutions soient en place. Alors, l'Observatoire va être dans les premières 2 étapes, c'est-à-dire, par le tableau de bord, signaler des bons coups, mais signaler des zones où on devrait collectivement accorder une attention autour de certains enjeux. Puis le deuxième rôle de l'Observatoire, ça va être d'éveiller vers des solutions, donc de susciter un dialogue, d'animer des dialogues et de relayer des options possibles pour relever des défis identifiés dans des enjeux. L'Observatoire ne va pas être prescripteur de solutions, on ne sera pas une boîte d'expertise en politique publique, pas du tout. On est un éveilleur de conscience, on est un animateur de dialogue autour de solutions, on va être un relayeur de ce qui va être mentionné, mais on va compter sur plein d'acteurs d'influence, dont vous, pour s'approprier des solutions possibles, puis de faire le reste du travail
pour soit réclamer ou faire mieux, comme on a dit tantôt. Alors, l'Observatoire ne va pas tout faire, mais ça va être un élément du tam-tam collectif autour de la petite enfance. Alors, vous avez, dans le document qui vous a été transmis ou que je suis en train qui accompagne ma présentation, à la fois, donc, la mission ultime, c'est de contribuer à placer la petite enfance au cœur des priorités de la société québécoise, en veillant, donc en partageant des données, en éveillant, en les communiquant de façon proactive. L'Observatoire va être une boîte de communication, pas une boîte de chiffres. Donc, mettre des pattes aux données pour que ça circule et que ça suscite de l'information. Après le lancement du 18 avril, si on passe à la diapo du calendrier de l'an 1, alors le lancement le 18 avril, au mois de mai, on va avoir un premier, excusez-moi, on va profiter du lancement pour parler, non pas de l'ensemble du tableau de bord, on va avoir des thèmes, on va aborder différents thèmes au fil de l'année. Le premier thème, c'est bien sûr le développement de l'enfant, le développement global, très lié à l'ECDEM, que vous connaissez bien. On va vivre un premier événement de dialogue autour du 25 mai, on n'est pas sûr exactement de la date, mais où on va se jouer au dialogue autour du développement. À la rentrée, donc scolaire, on va reparler de ça dans la place publique, on va faire des opérations médiatiques et on va profiter de la première édition de la Grande Semaine des Tout-Petits pour faire une présentation complète du tableau de bord, une première présentation. À travers ça, vous avez sur la diapo des choses qu'on va faire en continu, certaines tournées régionales, on va coordonner nos travaux, bien sûr, avec Avenir d'enfants. On va profiter de couverture médiatique, on va être à l'affût de l'actualité aussi, pour être opportuniste dans le sens noble du terme, pour relayer encore une fois des informations sur les données d'état de bien-être et aussi ce qui va émerger des dialogues. Alors, c'est un projet la Fondation est très enthousiaste. C'est un maillon d'une longue chaîne dans la discussion qu'on a aujourd'hui de contribuer à faire de la petite enfance une priorité de la société québécoise. Et on espère que vous y trouverez des sources d'informations pour vous aider dans votre propre travail de promotion et de rayonnement dans vos milieux. Alors, encore une fois, je vous invite à assister à la web diffusion lundi le 18 avril à 10 heures. L'événement va durer 2 heures. La première heure va être beaucoup plus l'annonce assez officielle, mais de 11 heures à midi, il va y avoir un dialogue avec différents intervenants pour déjà symboliser que l'Observatoire, ça ne va pas juste être des documents de 175 pages avec des tableaux, mais que ça va être une animation de ce débat-là et autour d'un enjeu si important pour nous tous. Voilà. On va maintenant vous parler de l'initiative Perspective Parents, puis ça nous fait très plaisir là, de pouvoir vous en dire un peu plus. On l'avait annoncé à Tous pour eux en novembre dernier, mais là, on est capable d'avancer un petit peu plus sur cette initiative-là. Alors, je vous rappelle, l'initiative Perspective Parents, ça a été mis de l'avant, d'abord et avant tout, on va changer de diapositive, s'il te plaît, Catherine. Ça a été mis de l'avant par Avenir d'enfants, et ça se fait encore maintenant en collaboration avec l'Institut de la statistique du Québec pour le volet quantitatif, et l'Université du Québec à Trois-Rivières, en fait, c'est le Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui fait le volet qualitatif. Donc, on va changer de diapositive. Perspective Parents, je vous le rappelle, ça couvre les sujets suivants. Donc, en fait, je vous ai mis en orange là, les sujets qui, pour vous, devraient être assez intéressants. Besoin d'information des parents, services et activités, accès, utilisation et barrières. Mais évidemment, ça touche beaucoup plus large que ça aussi. Donc, le sentiment d'efficacité, le stress, le soutien social, les pratiques parentales et ainsi de suite. Donc, ça devrait faire un portrait vraiment très intéressant des parents. Mais ce qui est important de positionner, c'est que l'objectif pour Avenir d'enfants, dès le départ, on va changer de diapositive, Catherine, s'il te plaît, c'est vraiment d'outiller et nourrir, de vous outiller et vous nourrir dans l'objectif que vos actions aient un impact plus significatif sur le développement des enfants et de la communauté.
Donc, je vous replace en contexte là, ce qui avait déjà été présenté, ce que vous retrouvez sur le site. Quand on dit avoir un impact plus grand, c'est quand même important de souligner qu'il y a pratiquement 15 000 parents qui ont répondu au sondage de l'ISQ, donc, et ça là, dans toutes les régions du Québec. Donc, ça a une représentativité assez grande. La Fondation a fait plusieurs sondages. La Fondation a fait plusieurs sondages dans les dernières années qui nous ont appris beaucoup là, sur ce que les parents pensent, mais là, vaste comme ça, c'est la première fois que ça se fait. Et pour le volet qualitatif, il y a eu différents groupes de parents qui ont été rencontrés dans 5 régions du Québec. Donc, 52 mères, 23 pères. Et parlant des pères, pour ce qui est du volet quantitatif, ils ont répondu dans des proportions qu'on n'avait pas prévues. Donc, les pères ont été extrêmement généreux dans les réponses. Donc, c'est vraiment la perspective et des pères et des mères qu'on va retrouver là-dedans. Évidemment, les données sont encore sous embargo. On n'est pas encore rendu à vous donner là, les résultats de ça. Ça s'en vient. Mais en gros, ce qu'on peut vous dire pour le moment, pour vous mettre l'eau à la bouche, c'est dans une très large proportion, les parents du Québec, ils vont bien. C'est-à-dire qu'ils ont un sentiment d'efficacité puis de satisfaction parentale assez élevé, mais il y a un mais. Alors, je vous laisse sur le suspense du mais. Et puis, je vais vous inviter là, à suivre nos pages Facebook, nos médias sociaux, en fait, le site Internet, la page Facebook, parce que les résultats de l'initiative Perspective Parents vont être lancés dans le cadre de la Semaine de la famille, donc du 9 au 13 mai 2016. Et puis, on va vous dévoiler tous ces résultats-là là, de façon assez large, avec une contribution aussi de Naître et Grandir là-dessus. Ça s'en vient, c'est au mois de mai. On va avoir un gros printemps, l'Observatoire Perspective Parents. Donc, voilà, c'était le petit scoop. Donc, juste peut-être de représenter Catherine, parce qu'il y a des gens qui demandaient qui tu étais. Donc, Catherine Chouinard, directrice aux communications chez Avenir d'enfants, qui vous a parlé de Perspective Parents. J'ai eu aussi peut-être une petite précision à ajouter. La grande semaine des tout-petits, il faut savoir aussi que les ministères de la Santé puis le ministère de l'Éducation qui sont aussi partie prenante du comité de travail. Et donc, de la santé. il y a la famille aussi. Là, donc, les 3 ministères, famille, santé, éducation, sont sur le comité. Et il n'y avait pas tant de questions autres des gens. Il y a eu quelques commentaires qui ont été soumis. Donc, moi, ce que je comprends qu'il faut retenir, c'est que dès maintenant, si ce n'est pas fait, vous allez vous abonner aux pages Facebook de l'Observatoire, page Facebook d'Avenir d'enfants pour pouvoir suivre l'information. Si vous avez des comptes Twitter aussi, vous pouvez faire la même chose. Mettre peut-être des raccourcis pour les différents sites web pour pouvoir avoir cette information-là. Pas oublier de vous inscrire au lancement si ce n'est pas fait puis si vous êtes disponible. Et surveiller aussi tout ce qui va se passer dans le cadre de la semaine des familles du mois de mai. Donc, à mettre à vos agendas ceux qui ne l'avaient pas déjà. Puis, il devrait y avoir une série d'initiatives qui vont être faites au cours de cette semaine-là. Et puis, pour terminer aussi, peut-être de vous rappeler que tous les documents les documents de présentation vont être aussi mis en ligne. Et à la suite, dans le fond, de l'activité qu'on a fait aujourd'hui, vous allez recevoir un sondage pour pouvoir nous donner du feedback, là, à savoir est-ce que c'était quelque chose qui est apprécié, est-ce que le format vous convient. Donc, c'est la 4e webinaire, je pense, qui est organisé par Avenir d'enfants. Puis, on veut savoir si ça répond à vos besoins, si c'est quelque chose de pertinent à refaire. Donc, on veut avoir votre son de cloche là, à cet effet-là. Et n'hésitez pas, là, si jamais vous avez des questions, s'il y a des préoccupations aussi qui vous viennent en tête par la suite. Il y a des gens sur le terrain là, qui sont disponibles pour prendre ces éléments-là et nous les ramener. Là. Donc, on a des échanges quand même assez fréquents avec tout le monde sur le terrain. Là. Vous êtes le pouls. Vous êtes notre pouls sur le terrain. Donc, voilà. Puis, merci à tout le monde aussi qui ont été présents au téléphone ou en ligne et d'avoir alimenter notre place de clavardage que vous autres, vous n'avez peut-être pas vu, là, parce que c'est seulement les animateurs qui avaient accès, dans le fond, aux commentaires qui étaient en ligne. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, un beau week-end, puis portez-vous bien.